Donc, je vais parler d'ASAP Bio, donc, qui est une initiative internationale qui a démarré aux États-Unis. Et en fait, le gros de ce que j'ai, la raison pour laquelle je vais vous parler des préprints, c'est aussi parce que au sein de l'Alliance Avisan, j'ai été le promoteur d'un position paper, donc papier de positionnement, qui a abouti notamment à un communiqué de presse qui est sorti vendredi dernier. Donc si ceux parmi vous qui reçoivent les dépêches AEF, vous avez vu que les alliances Avisan et Alambi, je vais y revenir, se sont positionnées sur les préprints. Donc je pense que PSL et ça concerne toutes les institutions dont on parle ici, concernées par tout ce qui se fait en biologie. Et donc c'est mon collègue de l'INRA, Olivier Le Gall, qui a piloté ça pour Alambi et moi pour Avisan. Et donc, je vous donnerai l'adresse un petit peu plus loin du papier de positionnement que je vous encourage toutes et tous à diffuser dans vos établissements. Donc, moi, j'ai été sensibilisé à travers ASAP Bio qui veut promouvoir les préprints. Alors, on va expliquer ce dont il s'agit. Et ça part de constat, en fait. Alors là, je ne vais parler que de ce qui se passe en biologie. Voilà. Il y a un problème de ralentissement. Il y a un peu trop d'animation, je suis désolé. De ralentissement de la publication qui s'est manifesté dans la recherche biomédicale quand on compare des périodes il y a une trentaine d'années et la période la plus récente, où le temps mis pour publier un article est de plus en plus long. Pour les étudiants en thèse, le moment où ils arrivent à leur première publication est de plus en plus rallongé aussi. Et très souvent, ils ont une espèce de préprint dans leur thèse. Et puis le papier est publié à plusieurs mois, voire années après qu'ils aient quitté leur laboratoire de départ, ce qui n'est pas sans poser de problème. Et que par ailleurs, on a à côté de ça, dans un certain nombre de journaux importants en biologie, une inflation qui est quantifiée ici à gauche de la quantité de données qui figurent dans les articles. Donc des changements en fait, qui ont été assez imposés par toutes les maisons d'édition dont on parle souvent, et qui ne sont pas tellement le fruit d'une démarche de la communauté de la recherche, mais on s'est retrouvé, on va dire, embrigadé dans ce processus. Voilà. Donc avec effectivement ce lien évaluation de la publication par les pairs et publication. Et donc ça nous amène à ce schéma que vous avez dû déjà voir. Ça, c'est la version d'ASAP Bio, mais c'est rien d'extraordinaire. Voilà, donc la démarche, c'est d'envoyer un journal. Alors là, c'est le cas typique où vous avez 3 reviewers mécontents et donc le papier repart de zéro dans un deuxième journal. Il y en a un qui sourit, il y en a un qui est neutre et un qui est toujours pas content, et on passe à un 3e journal. Et là, il s'écoule des mois, des années. Et finalement, la communauté est au courant du travail, mais c'est longtemps après que ça a été fait. Donc là, je ne vais pas parler du process de peer reviewing. Je ne vais pas dire qu'il est négatif. Très souvent, il apporte beaucoup dans pas mal de publications. Il permet d'arrêter un certain nombre de choses qu'il fallait arrêter, etc. Néanmoins, il y a aussi une grosse fraction d'articles pour lesquels le peer reviewing va aboutir à des modifications qui sont éventuellement pas absolument fondamentales dans le cours de l'article. On a tous connu ça dans nos travaux de recherche. Et au final, on a un délai d'1 an, 1 an et demi pour un message qui était déjà là, présent dans la première version du papier. Donc la démarche d'ASAP Bio, c'est une démarche, comme dans d'autres disciplines de sciences dures, de dire, eh bien, quand on est prêt à publier, et là j'insiste là-dessus, c'est-à-dire quand on est prêt à publier, quand on a un article final. Il ne s'agit pas de mettre en préprint des données préliminaires. Ça, c'est extrêmement important. Notre démarche à ASAP Bio, elle est de dire, à ce moment-là, en même temps, le même jour, qu'on va envoyer à un journal standard, classique, auquel on est habitué, où il va y avoir un peer reviewing, le même jour, on dépose
le préprint dans une archive. Et à ce moment-là, c'est disponible pour tout le monde dès cet instant. Voilà. Alors, donc, il faudrait que je retire toutes les animations, je suis désolé. Les bénéfices qu'on envisage pour les préprints sont multiples. Alors, je vais vous présenter peut-être quelque chose qui va vous sembler être une vision idyllique des choses. Donc, à Asabio, on promeut ce changement. Évidemment, quand j'en parle au sein de l'Alliance Avisan ou à d'autres niveaux, vous verrez qu'à tout à la fin, on aborde des problèmes. Il y a plein de problèmes à régler, on en est conscient. Néanmoins, on pense que ça vaut le coup parce que ça permet d'accélérer les découvertes, de trouver des collaborateurs, parce que quand on va déposer le préprint et que éventuellement on a trouvé quelque chose de très nouveau ou qu'on a changé de domaine de recherche, eh bien, on va tout de suite peut-être potentiellement intéresser des personnes qui auront envie de collaborer à l'instant T et pas T plus 1 an ou T plus 18 mois. Ça donne de la visibilité. Ça permet de savoir ce qui est fait à l'instant où c'est fait. Et là, il y a un intérêt pour la communauté de la recherche, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à expliquer à l'INSERM, au CNRS, etc., qu'en fait, ils ont intérêt parce que nos établissements, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont beaucoup de mal à savoir ce que font leurs chercheurs. Et s'ils le savent une fois que c'est publié et que cette publication a lieu longtemps après le travail, eh bien, il y a un delta T aussi pour nos établissements, alors que s'ils le savent dès que c'est finalisé, ils gagnent aussi en information. C'est aussi important à différents niveaux, et je crois qu'il y a une prise de conscience par les agences de financement qu'il vaut mieux que les personnes qui appliquent pour des financements citent un préprint plutôt qu'ils mettent des données préliminaires dans leur demande de financement. Pour une raison très simple, c'est que mettre des données préliminaires, il n'y a pas toutes les informations pour les experts, qui ne savent pas si c'est une expérience ou si elle a été reproduite, qui n'ont pas accès à des méthodes précises, etc., alors que toutes ces informations sont forcément détaillées dans un préprint, vu que c'est un article complet qui est finalisé. Donc, pour les agences de financement, il y a très certainement un avantage, de même que pour un étudiant qui veut candidater pour un postdoc, pour un chercheur postdoctorant qui veut candidater pour un poste, etc. C'est quand même pas mal qu'il puisse montrer jusqu'au dernier point ce qu'il a été capable de faire. Alors, évidemment, rien de nouveau pour d'autres disciplines, puisqu'il y a Archive qui existe depuis 20 ans, voire plus. Et l'idée, c'est est-ce que ça peut jouer un rôle en biologie? Donc, j'ai été en fait à cette réunion en février 2016 le seul représentant français. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on soit plus nombreux, mais on n'était pas. Le niveau d'alerte était vraiment insuffisant. Au niveau européen, les Anglais étaient représentés, comme vous pouvez l'imaginer, par pas mal de personnes. Tous les pays européens étaient représentés souvent par plus d'une personne. Et j'étais le seul Français, mais au moins, ça m'a permis en fait de signaler qu'en France, on n'était pas complètement réfractaire à l'idée, et vous allez voir qu'on a pas mal avancé. Donc il y a eu un article compte-rendu de cette réunion qui a été publié dans Science, ce qui veut dire que quelque part, y compris les éditeurs conventionnels, s'intéressent au phénomène. D'ailleurs, ils étaient tous présents, y compris Cell Press, à la réunion au HHMI. Donc, l'idée d'Asabio, c'est d'essayer d'avancer en discutant, en organisant des réunions, en donnant de l'information que vous pouvez trouver sur le site web d'Asabio, en promouvant au niveau des universités, des financeurs, en suivant ce qui se passe au niveau des journaux et en travaillant effectivement activement avec tout le cadre de la recherche, tout ce qui finance la recherche au sens large en sciences de la vie. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait la communauté commence à adhérer au principe, et puis pas, en fait vous voyez que le point d'inflexion il se situe en 2015.
avec clairement une montée en puissance de bioRxiv déjà depuis 2-3 ans. Donc, on est quand même sur un phénomène qui, de mon point de vue, a clairement déjà pris. Alors, je voudrais, juste pour qu'il soit clair que dans mon esprit, il ne s'agit pas de faire de la critique permanente des éditeurs classiques, j'aurais voulu pointer, mais je ne sais pas s'il y a un pointeur. Il n'y a pas de pointeur, en fait. Alors, je crois que je peux l'utiliser, faire avec, là, ici. Voilà. Je voudrais juste vous alerter sur cette petite crête marron ici. Cette petite crête marron ici, c'est quelque chose qui s'appelait Nature Proceedings. Et en fait, vous pouvez voir que pendant quelques années, de mi-2007 à 2012, il y avait une possibilité de publier en préprint à Nature, parce que la précédente, Annette Thomas, était quelqu'un de très visionnaire. C'était elle qui dirigeait Nature Press à cette époque-là. Depuis que ça a été repris par Springer, elle a été effectivement remerciée. Elle avait très bien senti les choses, donc il y a une dizaine d'années. Et en fait, ils ont été obligés d'arrêter Nature Proceedings parce que tout simplement, vous voyez qu'ils étaient en avance et que à cette époque-là, ça ne prenait pas. Donc ils n'avaient pas suffisamment en fait, de soumission pour que Nature Proceedings puisse fonctionner. Donc, voilà. Ça, c'est des données qui sont un peu anciennes au niveau de Archive. C'est simplement pour montrer que y a une proportion, je crois que les dernières données que j'avais entendues, c'était plus proche de 80%, que en fait, ce qui est déposé en préprint finit en très grande majorité, donc au 4/5e, par être publié dans des journaux conventionnels. Je ne sais pas comment il faut les appeler, classiques, conventionnels. Oui. Oui, c'est vrai. Vous faites bien de relever. Mais parce que j'avais en tête une donnée qu'on avait eue de Archive, qui était 80% de ce qui est en préprint et dans les finis aussi dans des journaux classiques. Donc je pense que c'est juste. C'est tout à fait juste, mais je pense que les deux sont justes, sauf que je n'ai pas l'illustration de ce que j'ai dit par ailleurs. Mais vous avez parfaitement raison, autant pour moi. Donc, effectivement, bon, en physique, ça fait longtemps que cette question a été tranchée, et donc maintenant... Alors, on va passer sur certaines choses parce que j'ai beaucoup trop de diapos. Donc, en biologie, par contre, on a un problème qui est de briser un cercle vicieux culturel. Et c'est intéressant la position exprimée tout à l'heure sur le dépôt dans Halle à l'Institut Pasteur, parce que c'est vrai que c'est un peu la même chose. C'est un problème culturel. Les gens sont habitués depuis le début de leur carrière à suivre un certain processus pour publier leurs travaux. Et toute chose qui va briser ces habitudes, même de manière très anodine, est problématique. Je crois qu'il faut y réfléchir aussi. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Il faut y réfléchir à la manière de faire en sorte que psychologiquement, il y ait suffisamment de positifs, alors outre les promotions, les recrutements, etc., pour briser ce type de cercle vicieux. Il faut que ça soit le moins bureaucratique, le plus simple, etc. Et très sincèrement, je pense que les préprints, par rapport à beaucoup d'autres formules, ont un énorme avantage. C'est que s'il y a un minimum d'adhésion au principe, il est évident que l'intérêt de publier en préprint, il est au moment où on soumet, comme je l'ai dit dans le principe précédent, l'article la première fois, et je crois que là, il y a une grande motivation, que c'est plus motivant que dire on va faire un dépôt une fois que l'article a été accepté, parce qu'une fois que l'article a été accepté, on fait un pot dans le labo,
et on n'a plus tellement envie d'aller s'occuper, d'aller sur un site pour déposer quoi que ce soit. Alors que le premier jour où on le soumet, je crois que là, il y a une vraie motivation à dire, ben voilà, je vais le faire connaître par la communauté. Donc ça me semble être assez, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un fervent partisan, donc je vais vous dire beaucoup de choses positives. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors là, voilà, il y a encore plein d'animations ici. Et ça, c'est toutes les choses qu'on entend. Les préprints sont dangereux, personne ne les connaît. Mon directeur de thèse, mon patron de labo est contre. Comment puis-je faire s'il n'est pas d'accord? Personne ne va le voir. Les journaux classiques ne vont pas accepter mon article s'il est en préprint. Je vais être scoopé, on va me doubler, et, etc., etc. Et donc, voilà, le travail consiste à essayer de démontrer qu'on est en train de changer d'époque et que il est logique de faire part d'un travail qu'on considère comme final à la communauté, que ce travail il a été financé par de l'argent public et qu'on doit répondre à un certain nombre de critères en fonction de cela. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut garder peut-être un peu de temps pour les questions qu'on peut avoir. Donc, effectivement, l'un des problèmes majeurs, il est vis-à-vis de nos institutions. C'est-à-dire que moi, depuis le temps que je suis impliqué dans ASAPBio, j'en ai parlé autour de moi. Alors, très souvent, on trouve des jeunes chercheurs ou des étudiants, des postdocs, qui sont d'emblée convaincus et qui sont très fervents partisans aussi d'aller vers ça. Et puis, dans certains niveaux peut-être intermédiaires ou chefs de labo, etc., on trouve des gens qui disent « mais moi, avant de faire quoi que ce soit, j'attends qu'il y ait une position institutionnelle. Qu'en pense mon employeur? Qu'en pense l'INSERM? Qu'en pense le CNRS? Est-ce qu'ils sont d'accord ?» Voilà, j'ai souvent entendu ça. Est-ce qu'ils sont d'accord? Autrement dit, est-ce qu'il y a un blanc-seing sur le fait que je publie en préprint? Alors, les Anglais ont bougé assez vite. À l'international, il y a eu pas mal de mouvements. Donc là, on va passer jusqu'à l'Howard Hughes Medical Institute, Cancer Research UK. Moi, j'ai assisté à des visioconférences où, en fait, j'étais de nouveau le seul Français. Et puis les Anglais, il y avait 12 institutions qui étaient représentées parce qu'ils étaient tous en train d'avoir leur plan préprint. Chacun avait une présentation PowerPoint d'une dizaine de diapos sur les préprints. Ils savaient exactement ce qu'ils recommandaient, ce qu'ils allaient faire. Et bon, voilà, il n'y avait pas d'italien, il n'y avait pas d'espagnol, il y avait un Français qui n'avait pas de présentation PowerPoint parce qu'il n'y avait pas de position officielle, etc., etc. Donc, je crois qu'on a matière à avancer maintenant. Alors, ce qui a un peu changé la donne, c'est parce qu'à l'Howard Hughes, en février 2016, l'un des problèmes qui se posait était que beaucoup reposent sur bioRxiv. Donc il y a d'autres systèmes, mais quand même bioRxiv, et vous l'avez vu dans la diapo qui quantifiait bioRxiv est le principal système de préprint. Et en fait, ils étaient assez inquiets parce que c'est le Cold Spring Harbor et qu'ils n'avaient pas les moyens de la montée en puissance qu'ils étaient en train de voir. Et ils ont eu en fait dans la dernière année un financement de la Chan Zuckerberg Foundation qui en fait est largement suffisant pour permettre cette montée en puissance. Alors c'est arrivé à un moment où moi j'essayais de pousser la réflexion en France sur est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on participe à ce mouvement et qu'il y ait par exemple une fenêtre HAL dédiée au préprint en biologie. Les Anglais avaient la même réflexion, les Allemands aussi. Et c'est vrai que avec maintenant le fait que bioRxiv a les coudées franches et les reins solides, ils ont certainement pris là aussi une avance, voilà, une avance déterminante
donc depuis le mois d'avril et l'obtention de ce financement. Voilà, donc je vais pas vous détailler, il y a quelques points de discussion sur lesquels je voudrais aller, mais donc le NIH aussi. Et donc, voilà, j'ai intitulé la diapo « Même en France ». Donc ça, c'est la dépêche AEF de vendredi soir. Donc on ne peut pas faire plus dans l'actualité. Vendredi 20 à 19h15. Donc les positions des alliances pour les sciences de la vie et pour les sciences de l'environnement qui reconnaissent les préprints comme une forme recevable de communication scientifique. Donc chaque mot a été pesé. Il y a eu beaucoup de discussions. Je ne vais pas vous dire tous les débats qui ont pu avoir lieu, mais je vous recommande de lire ce papier de positionnement. On l'a fait à dessein en français et en anglais, de manière à ce que vous puissiez tous le diffuser dans vos institutions et à ce que les non-français de nos institutions soient bien à même de comprendre ce qui est dit. Donc, à la fois la version française et la version anglaise sont les positionnements de ces institutions qui incluent tous les organismes de recherche en sciences de la santé et sciences de la vie. Alors, le changement culturel, il va être lent, mais je crois qu'il faut qu'on s'y prépare et qu'on l'accompagne. Et il y a 7 points qui reviennent tout le temps, qui sont pas surprenants, et que c'est les 7 points qu'on entend tout le temps. Le premier, il concerne le fait de est-ce qu'on peut faire confiance à quelque chose qui n'a pas été expertisé par les pairs? Est-ce que quelque chose qui n'a pas été expertisé par les pairs n'est pas, en gros, bourré d'erreurs? Et bon, alors, je crois que c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. On se focalise sur les articles qui sont remis en cause, qui sont contredits. Bon, en même temps, la situation actuelle, elle est que ces articles, ils existent, et que la plupart du temps, quand on en parle, c'est des articles qui ont été expertisés par les pairs et qui ont été publiés par des grands journaux. Donc, finalement, pourquoi? Non, mais la plupart des questions que j'ai eues sur les préprints sont en fait des questions qui s'adressent au système actuel. Et donc, je pense que, voilà. Donc, ce qu'on a à Asabio, ce qu'on répond, c'est on répond beaucoup par quelque chose qui est une forme d'autorégulation qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui consiste beaucoup à dire, mais quelqu'un qui va déposer en préprint des choses qui vont se révéler fausses, mal faites, ou bourrées d'erreurs statistiques, ou etc., et j'en passe, et qui fera ça de manière récurrente, n'aura aucune notoriété, et finalement, personne n'accordera d'attention à ces préprints-là. Donc, il y a une forme d'autorégulation qu'on peut espérer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend en permanence. Oui. Cette dernière chose que vous avez dit, ça semble impliquer que les gens sont en train de suivre qui a soumis quoi. Et moi, j'imagine que sur Archive, le physique que je suis tout le temps, je n'ai vraiment pas vraiment d'idée de la réputation des gens qui... Je veux dire, je connais les gens qui sont connus, mais les autres... Non, mais là, l'idée est assez simple. C'est, vous voyez un article, on va dire, pour faire simple, que vous considérez comme scientifiquement farfelu ou faux de manière évidente, ou où il y a des biais statistiques ou autres. 6 mois après, vous voyez un article de la même équipe, de nouveau, qui fait la même chose. Bon, vous allez être amené à considérer qu'il y a un problème dans la qualité du travail qui est fait par ces gens. C'est tout. C'est pour ça qu'on fait référence à ça en disant que c'est un problème qui est lié à la réputation, finalement, des publiants. Je ne sais pas si ça répond à la question, ou alors j'avais pas compris. Alors, je sais que je n'avais pas compris la question. Bon, désolé. Donc, la question de je vais être doublé par d'autres, c'est-à-dire je publie en préprint et finalement d'autres me doublent dans un journal standard. Alors, je crois que là, il y a plusieurs choses. La première, c'est que si effectivement on dépose en préprint quelque chose qui est final,
qu'on considère comme finale et où il y a tous les bons contrôles, toutes les bonnes expériences qu'on voulait mettre, je pense que le risque est limité et que ça peut être aussi à l'inverse de finalement décourager, entre guillemets, des compétiteurs éventuels. Ce risque, on ne pourra pas l'éviter, mais il est le même, quelle que soit la manière dont on révèle son travail. C'est-à-dire que si on en parle à une conférence, si on en parle dans n'importe quel milieu, l'information peut passer. Tiens, tu sais que machin a trouvé telle chose, et finalement permettre à un compétiteur d'accélérer la cadence et de le publier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un étiquetage dans le temps qui est très clair et qui fait partie des cahiers des charges des préprints, et donc il y a une antériorité sur laquelle on peut toujours se retourner. Donc, voilà, c'est un risque, mais on fait confiance justement au fait, et il faut surtout faire attention d'utiliser des serveurs de préprint qui sont capables de dater de manière très précise. Évidemment, s'il y a à un moment donné des gens qui sont capables d'antidater un préprint et du coup de récupérer une antériorité, il faudra considérer que c'est une fraude. Hein. Bon, voilà. Alors, est-ce que les journaux classiques, vous voyez que l'idée, c'est que pour le moment, Asabio n'est pas du tout dans une position de dire on fait des préprints et on laisse tomber les éditeurs conventionnels, classiques. Donc, il est nécessaire pour ça qu'il y ait une compatibilité avec l'ancien monde, que le nouveau monde et l'ancien monde soient compatibles. Et en fait, c'est de plus en plus le cas, puisque vous voyez ici, il y a une liste, il y a une page Wikipédia, d'ailleurs, sur laquelle la position de tous les journaux ou tous les grands journaux est répertoriée par rapport aux préprints. Donc il y en a de plus en plus qui acceptent les préprints. Et même à Cell Press, vous avez Cell Reports et Structure, qui en fait, où vous pouvez soumettre un article directement à partir de BioArchive. Donc de BioArchive, vous pouvez envoyer le papier à Cell Reports. Voilà, donc c'est cette page Wikipédia. Bon, on va passer. Alors, j'ai eu un feedback aussi de gens qui m'ont dit, en faisant référence à certaines affaires célèbres en France et ailleurs, qui se sont retrouvées dans PubPeer, qui m'ont dit, mais si tout ça avait été en préprint, il y aurait pu y avoir des commentaires à temps, et ça aurait évité que ça fasse un gros scandale à la fin. Bon, voilà, je vous livre ce commentaire qui m'a été fait. Alors, on se rend compte qu'en fait, il y a un intérêt pour les préprints aussi, parce que vous voyez que certains journaux, alors ça c'est PLOS Genetics, ils ont embauché un éditeur ou des éditeurs dont le job est d'aller dans les archives de préprint et de repérer des articles qu'ils auraient envie de publier après. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est un renversement de logique. Et donc, c'est certainement un modèle potentiel aussi pour les éditeurs classiques que de se dire que c'est à eux d'aller chercher dans les préprints et de manifester leur intérêt. Bon, on va passer parce que... Bon, Imbo accepte... Voilà. Alors... Ça, c'est une question qui est revenue aussi pour la position française. C'est la position par rapport aux journalistes et aux médias. Là, il y a encore des choses à discuter. La crainte sur tout ce qui est recherche clinique, alors vous allez vous y voir tout de suite où je veux en venir, les vaccins, etc. Tout ce qui est recherche sur l'environnement. Donc là, Alenvie était inquiet à ce sujet, qui est une étude mal faite, statistiquement fausse, basée sur une cohorte qui n'est pas représentative, etc., publie dans BioArchive, et là, patatras, les médias se ruent dessus, et ça crée tout un scandale, et bon, voilà, vous voyez. Bon. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de parade, mais moi, ce que je dirais tout simplement, c'est de toute façon, ça, c'est une discussion qui est détournée, parce que les préprints existent. Donc, on n'est pas là pour débattre
est-ce que les préprints sont bons ou mauvais, c'est comment faire en sorte qu'on les utilise à bon escient et qu'on en promeuve les bons aspects. On ne pourra pas, de la même manière que ces articles-là, trouver jusqu'à présent de toute façon des journaux qui les publiaient. L'existence des préprints ne change pas, de mon point de vue, la situation. Et je crois que là aussi, il y a une éducation des médias à faire qui est de leur dire, et c'est marqué à BioArchive sur chaque article, attention, ça n'a pas été reviewé par les pairs. Donc c'est là un changement clairement culturel. Voilà, vous voyez ici, et vous voyez là un article qui était dans le Lancet et qui a été rétracté. Ce n'était pas dans BioArchive. Donc ce problème, il n'est pas spécifique du nouveau système. Les questions éthiques, elles sont devant nous. Oui. Les histoires de licence, on en a parlé, mais c'est vrai qu'il faut faire attention de bien garder les droits pour être compatible avec les journaux et pas donner ces droits. Donc la position du NIH, c'est la même position pour PNAS. L'éditeur en chef vient de sortir la position de PNAS et qui est clairement sur CCBI au niveau licence. Alors, il y a d'autres questions qui, de mon point de vue, vont nécessiter beaucoup de réflexion et ne sont pas évidentes. Comment trouver les préprints? Est-ce qu'ils doivent être dans PubMed, pour ce qui est de la biologie? Et alors, un préprint, c'est au moment où on soumet la première version dans un journal, et puis éventuellement, on va avoir des commentaires, il y aura V2. Et puis, on va être reviewé, il y aura V3, et etc. Alors, comment est-ce qu'on va faire la concaténation de ces versions? Qu'est-ce qu'il va falloir considérer comme étant la version officielle? La V1 ou la V5 ou la V je ne sais combien? Donc là, il y a des questions qui ne sont pas réglées, ni au niveau d'Azabio, ni en France. Je crois qu'il va falloir vraiment en discuter. Et notamment, là où ça a un impact, c'est que dans un process de reviewing, il arrive que les experts suggèrent des expériences supplémentaires qui ne sont pas cosmétiques et qui peuvent remettre en cause des parties non négligeables de l'article, voire de la discussion. Alors, est-ce qu'on veut que la communauté continue de citer la V1 qui a été en partie contredite par la V5, ou est-ce qu'on veut faire en sorte que la V1 disparaisse et qu'il n'y ait que la V5? Mais comment est-ce qu'on s'assure que la V1 a vraiment disparu, sachant qu'il y a tout un tas de sites de par le monde qui vont tout recopier? Donc la V1, c'est peut-être illusoire d'imaginer qu'elle ne sera plus accessible. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas évidentes et qui très certainement sont des problèmes plus clairs pour la biologie que ça ne peut l'être en physique. Voilà. Il suffit peut-être de mentionner sur la V1 que c'est actualisé, que maintenant la version en cours c'est la V6. C'est vrai. Comme fait Légifrance pour c'est vrai. Française. C'est vrai. Mais la question, c'est est-ce que V1 doit toujours, et V1, V2, V3, est-ce que chaque version doit être accessible, par exemple? Elle le reste si ça a été recopié. On ne peut pas détruire. Voilà. Bon, alors ça, mais je suis assez d'accord avec ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est un problème. Donc ça fait partie des choses à discuter. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir le site web d'Azabio, à vous abonner au fil Twitter d'Azabio. Vous pouvez contacter la personne qui s'appelle Jessica Polka qui dirige Azabio. Vous pouvez me contacter ou contacter Olivier Le Gall pour ce qui est des alliances en France. Merci. J'ai une question. Je ne comprends pas pourquoi s'il y a Archive Bio. Est-ce que votre site est un site qui s'ajoute au site existant pour Archive Bio? Ben, peut-être j'ai mal compris. Ah non, Azabio ne fait pas du tout d'archives. Azabio est une association pour promouvoir les préprints. Qui est sur Archive Bio? Mais il y a plusieurs formules. Il y a PreprintJ, il y a BioArchive, il y a Faculty of 1000, etc. Il y a 36 000 manières de faire.
plus toutes les initiatives qui font florès partout et qui sont très compliquées à suivre, tellement il y en a, parce que c'est chaque semaine. Well, en ce qui concerne en ce qui concerne le peer reviewing, j'aimerais bien qu'on essaie de faire un groupe, une alliance entre les différentes disciplines pour qu'on en parle sérieusement. Parce qu'il y a un problème fondamental, très simple, c'est qu'il y a une telle quantité de publications aujourd'hui que le peer reviewing est fait vraiment de moins en moins bien. Moi, je suis éditeur dans plusieurs journaux, on observe, et puis quand on est auteur, on voit ce qu'on reçoit maintenant. Et il faut aussi, de mon point de vue, absolument dénoncer des journaux comme Nature, Science, mais aussi malheureusement Physics Review Letters, où ils ont tellement débordé de soumissions qu'en fait les gens qui font le peer reviewing ne sont pas des pairs, ce sont des employés du publisher. Il faut le savoir, c'est eux. Et c'est eux qui, avec des outils quasiment automatiques, essaient de contacter eux-mêmes les référis. Le résultat des courses, et nous on l'observe en tant qu'auteur, on se reçoit des rapports de référis où le référi n'a vraiment rien compris à l'article, et ce n'est que quand vous faites appeal, là je parle très précisément de Physics Review Letters, que pour la première fois, c'est-à-dire quand vous dénoncez le fait, j'ai eu des cas où j'ai eu 2 rapports de référis opposés, mais j'ai démontré que ces 2 rapports étaient absolument incompétents, donc j'ai fait appeal, et là pour la première fois c'est vu par un éditeur qui a son nom sur le journal. Les autres sont des employés. Et Science, Nature, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu personnellement un cas, quand j'y repense, que c'était quasiment, c'est vraiment humoristique, hein, avec le recul, d'une soumission avec un retour très rapide d'une espèce de verbiage absolument incompréhensible où des bouts de l'abstract étaient repris et me disant voilà, et donc ça ne nous intéresse pas. Et là, je me suis dit, et signé par l'éditeur du journal, je me suis dit, c'est pas possible qu'il écrive ça. Et donc, j'ai envoyé un mail pour avoir des explications, et j'ai eu un mail d'absence en retour. Et donc là, je savais que j'avais touché en plein cœur de la cible. Et au final, il s'est senti obligé de l'envoyer expertiser, tout en me disant, il faudra vraiment que des 3 experts soient pour. Les 3 experts ont été pour, et le papier a été publié dans le journal en question. Mais au départ, il n'était pas là. Sa secrétaire essayait de gérer les affaires courantes, ou son secrétaire, hein, il ne faut pas... Voilà, j'en sais rien. Et donc avait bidouillé mon abstract, et puis dit, bah, tiens, celui-là, on va le balancer, je peux en garder qu'1 sur 10, ou je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Et oui, c'est un problème. Il faut faire vraiment sortir ça, le dire aux chercheurs, que les chercheurs s'en rendent compte, et leur montrer qu'en fait, ils courent un risque. Ils courent un risque personnel d'avoir été mal peer-reviewés. Et il y a des scandales bien connus. Vous vous souvenez, cette japonaise qui a fait ça fait un très gros scandale. Et j'ai vérifié. Sur les stem cells. J'ai la preuve de ce que je vais vous dire. C'est que Nature ils étaient tellement sûrs que c'était un buzz incroyable que c'est l'éditeur en chef qui a dit bon, on publie. Donc ça n'a pas été peer-reviewé. Oui. Ça a été peer-reviewé. Ouais, ça a été, après, moi j'ai discuté. Après avoir été rejeté par Science, ça a été peer reviewé à Nature, et effectivement, l'éditeur ou l'éditrice a pris la décision alors qu'il y avait des réticences. J'ai discuté avec quelqu'un qui était dans la commission qui a servi d'enquête suite à ça, et elle m'a dit qu'effectivement, il y avait eu vraiment une défaillance majeure de la part de Nature. Donc, il faut dire aux gens, vous courez un risque parce qu'ils cherchent. Et sur ce coup-là, ça a abouti au suicide du type qui dirigeait l'Institut. Donc, c'est le summum de la gravité. Et dans Nature, le nombre de choses fausses publiées, il faudrait aussi faire une espèce que les gens mettent les articles, qu'on mette officiellement les articles qui ont été enlevés. Il y en a beaucoup. Je veux dire, alors, la seule chose, c'est qu'à Asabio, on cherche à promouvoir les préprints. On n'est pas là pour démolir le reste. On pense qu'en fait, en promouvant les préprints, on va suffisamment changer la donne pour qu'on soit dans une autre configuration. Vous avez absolument raison. Voilà. Il faut quand même aussi... y compris au niveau de la Commission européenne. Non, c'est une illusion parce qu'il y a la bibliométrie. Vous avez... Alors, je vous encourage à regarder le position paper des alliances, parce qu'on recommande que les commissions considèrent que ce sont des recevables.
Mais on n'est pas en train de dire que ça va se faire de manière instantanée. Ça va prendre du temps, c'est un changement culturel. Mais quelqu'un qui est recruté, si vous voulez, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'au moment de recruter un chercheur dans une commission, ce qu'on voudrait, c'est que les personnes qui font le rapport, parce qu'elles sont allées regarder les articles, vraiment, et que dans la liste, il y a éventuellement un préprint, parce que cette personne vient de trouver un truc extraordinaire et que ce n'est pas encore publié, mais c'est en préprint, et que les experts écrivent « un tel a découvert ceci, a mis en place cela, a fait ceci et cela », au lieu de compter des petits pois et des carottes. Voilà, c'est ce changement culturel qu'on vise. En fait, il faut mettre... Attends, je vous permettez une seconde. Il faut mettre en évidence les bonnes... Il faut mettre en évidence les bonnes pratiques. Et vous savez probablement que l'Angleterre fait ça depuis longtemps. C'est vraiment une bonne pratique à mettre en évidence que quand on doit candidater pour l'évaluation, le chercheur doit mettre les 5 meilleures publications tous les 4 ans, celles qu'il considère comme ses meilleures publications. Et je continue sur un point que je voulais dire dans les interventions précédentes. Ça montre aussi pourquoi il devient critique que les repositories mettent absolument systématiquement le full text. S'il n'y a que les métadonnées, ce n'est pas de l'open science. Je suis désolée. Parfaitement d'accord. Et ça, il faut le insister. Donc, on est parfaitement d'accord. Et je pense que sur mettre en avant ce qu'on considère comme ses meilleures réalisations, j'emploie le terme réalisation à dessein, pas publication, ces meilleures réalisations, vous allez voir que certains établissements de recherche sont en train d'évoluer vers ça. Je ne peux pas encore en dire plus, mais... Et dans ce qu'on avait écrit pour la Commission européenne, ça s'appelle Future of Europe Open Science, on dit exactement la même chose. Il y a un rapport de Megan Carré qui dit la même chose, qu'il faut que les préprints soient pris dans les évaluations. Cette idée converge. Je pense que ça va. Donc diffuser l'info des alliances. Merci. Grand merci pour cette intervention et également pour votre participation avec les questions et les interventions.